Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons étudier la relation entre la Révolution française et l'Église. Pour structurer notre exposé, nous allons suivre trois axes. Nous commencerons par voir quelle place occupait l'Église dans la société avant la Révolution, son pouvoir, ses influences et son rôle dans la vie quotidienne. Dans une deuxième partie, nous verrons les conflits entre l'Église et l'État sous la Révolution. Et enfin, nous évoquerons le calendrier républicain qui a remis en cause la religion et la tradition. Commençons par la première partie sur la prédominance de l'Église sous l'Ancien Régime. À cette époque, l'Église catholique joue un rôle très important dans la société. Elle n'est pas seulement une institution religieuse, mais aussi un acteur économique puissant. En effet, l'Église possède environ 10% des terres du royaume de France. Cela signifie qu'elle détient une grande partie des terres agricoles, parfois des villages entiers ou encore de grands domaines autour des abbayes. Ces terres appartenant à l'Église lui rapportent des revenus très importants. Ces revenus proviennent principalement de deux sources. D'abord, les récoltes produites sur les terres, comme le blé, le vin ou l'orge. Ensuite, elle perçoit des taxes et des redevances payées par les paysans qui travaillent ces terres. Les paysans cultivent ces terres en échange de leur droit d'y vivre, mais ils doivent également payer une partie de leur production et de leurs revenus à l'Église. Grâce à ces revenus, l'Église pouvait financer ses activités, ses bâtiments, mais aussi ses actions caritatives ou éducatives. Ainsi, la possession de terres rapporte à l'Église une richesse considérable qui lui confère un pouvoir économique et social important dans la société d'Ancien Régime. L'Église exerce également une influence très forte sur la population. À cette époque, c'est elle qui supervise l'éducation. L'Église contrôle de nombreuses écoles et universités religieuses, où l'on apprend la religion bien sûr, mais aussi de nombreuses autres matières. Par exemple, la Sorbonne, l'une des universités les plus célèbres de France, était une institution religieuse à l'époque. De cette façon, l'Église façonne la pensée, la morale et les valeurs de la société. Son rôle ne se limite pas à la religion, elle guide aussi la culture, l'éducation et même la politique, ce qui lui donne une influence considérable sur la population. La religion occupe une place très importante dans la vie quotidienne des gens à l'époque. Elle est omniprésente dans leur vie de tous les jours. Chaque dimanche, les habitants se rendent à la messe pour prier, écouter les sermons et recevoir la communion. La religion rythme aussi la vie sociale à travers de nombreuses fêtes religieuses comme Noël, Pâques ou la Toussaint. Ces fêtes religieuses sont des moments importants où la communauté se rassemble. L'Église est également présente lors des grands événements de la vie des individus. Peu après la naissance, les bébés sont baptisés. Les mariages se font alors tous à l'église et les funérailles sont également une cérémonie religieuse. Dans cette société, la religion est donc profondément intégrée dans la routine quotidienne, influençant la manière dont on vit. Elle accompagne tous les grands moments de la vie. Les religieux, qui forment l'ordre du clergé, bénéficient de nombreux privilèges. Parmi eux, un avantage important concerne le non-paiement de l'impôt appelé la taille. La taille est un impôt direct que tous les habitants devaient verser à l'État pour financer ses dépenses, particulièrement celles induites par la guerre. Comme la noblesse, le clergé était donc un ordre privilégié, ce qui montre l'inégalité de la société d'Ancien Régime. L'Église possède aussi une grande autorité morale et politique. Elle influence la souveraineté des rois. En effet, les rois de France, comme Louis XVI, sont sacrés lors d'une cérémonie officielle appelée le sacre. Cette cérémonie se déroule dans la cathédrale Notre-Dame de Reims, où l'archevêque bénit le roi.
Ce sacre ne se limite pas à un simple rituel religieux. Il confère au roi une légitimité divine. Cela signifie que le roi est considéré comme choisi par Dieu pour gouverner, ce qui renforce considérablement son pouvoir et sa légitimité aux yeux de tous. On appelait cela une monarchie de droit divin. Ainsi, l'Église jouait un rôle clé dans la légitimité et la stabilité de la monarchie. Elle contribuait à faire du roi un souverain sacré, au pouvoir incontestable puisqu'il venait de Dieu. Passons à présent à la deuxième partie de la leçon sur les conflits entre l'Église et l'État pendant la Révolution. De nombreux révolutionnaires souhaitaient réduire le pouvoir de l'Église. Ils estimaient qu'elle avait trop d'influence sur la société, l'économie et la politique. Ils voulaient donc limiter ses privilèges, ses terres et ses revenus, afin que l'État devienne plus indépendant. Ces idées s'inscrivent dans un mouvement plus large de changement pour instaurer une société plus égalitaire et, comme nous dirions aujourd'hui, laïque. En 1790, un nouveau texte législatif, appelé la Constitution civile du clergé, est adopté. Son objectif est de transformer l'Église catholique en une institution contrôlée par l'État. Selon cette constitution, les prêtres ne sont plus des membres indépendants de l'Église, mais deviennent des fonctionnaires de l'État. Ils sont désormais salariés de l'État et doivent prêter serment de fidélité à la Constitution. La nomination des prêtres revient désormais aux autorités civiles et non plus au pape ou aux responsables de l'Église. Cela permet à l'État de contrôler entièrement la religion officielle et de réduire l'influence du clergé traditionnel. Dans le clergé, il y a deux attitudes face à cette constitution. La première concerne beaucoup de prêtres, surtout ceux qui restent fidèles au pape et à l'Église traditionnelle. Ces prêtres refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé. On les appelle les réfractaires. Ces réfractaires continuent à pratiquer leur religion selon l'ancienne manière, ce qui leur vaut souvent d'être persécutés ou exilés. Dans certaines régions, comme la Vendée, ils sont très nombreux et ils vont jouer un rôle important dans la résistance contre-révolutionnaire. Les prêtres qui acceptent de prêter serment sont appelés les jurés ou les jureurs. En faisant le serment de fidélité, ils soutiennent la Révolution et les nouvelles lois qui réduisent le pouvoir de l'Église traditionnelle. Ils acceptent l'autorité de l'État sur l'Église et participent ainsi au changement voulu par les révolutionnaires. Ces prêtres sont souvent vus comme des collaborateurs du nouveau régime. Parfois, ils ont été confrontés à la méfiance ou à l'opposition des fidèles qui, eux, sont restés fidèles à l'Église ancienne. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon sur le calendrier républicain. En 1793, la Convention, qui était l'Assemblée des députés entre 1792 et 1795, adopte un nouveau calendrier, appelé calendrier républicain. L'objectif de ce nouveau calendrier est de supprimer toutes les références religieuses présentées dans le calendrier traditionnel, qui est d'ailleurs celui que nous utilisons aujourd'hui. Notre calendrier est basé sur le calendrier grégorien, qui était un calendrier religieux. Celui-ci intégrait de nombreuses fêtes chrétiennes comme Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Toussaint, etc. Ce nouveau calendrier symbolise la volonté des révolutionnaires d'établir une société plus laïque en se séparant de l'influence de l'Église dans la vie quotidienne. Dans ce calendrier, la semaine passe de 7 à 10 jours. L'objectif est de supprimer le dimanche qui était un jour de repos religieux dans le calendrier traditionnel. Ce nouveau rythme de la semaine sera en vigueur pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il soit finalement abandonné en 1806. Les mois, quant à eux, ont des noms inspirés de la nature et des saisons pour refléter le rythme de la vie agricole.
Par exemple, Vendémiaire, qui correspond à septembre-octobre, c'est le mois des vendanges, consacré à la récolte du raisin. Brumaire, c'est le mois du brouillard, marquant la saison automnale, c'est octobre-novembre. Germinal, en mars-avril, c'est le mois de la germination, lorsque les plantes commencent à pousser. Ces noms ont été choisis pour rappeler l'importance de la nature, du travail agricole et pour promouvoir une nouvelle manière de voir le temps, plus en lien avec la terre et les préoccupations de la société, car à l'époque, il ne faut pas oublier que la grande majorité des habitants sont des agriculteurs ou des travailleurs de la terre. Dans le calendrier républicain, le comptage des années commence à partir de la proclamation de la République. Le 22 septembre 1792, date de la déclaration officielle de la République en France, est considéré comme le jour 1 de l'année 1. Ainsi, chaque année est numérotée à partir de cette date, ce qui permet de marquer une rupture avec l'ancien calendrier. Ce système de numérotation symbolise la volonté de changer la manière de compter le temps en accord avec les valeurs de la Révolution. L'utilisation de ce calendrier républicain peut poser des difficultés lorsqu'on fait des recherches en généalogie. Comme le calendrier républicain a été en usage de 1793 à 1805, il peut être difficile de faire correspondre les dates si l'on ne connaît pas bien ce système. Cela peut compliquer la lecture des actes anciens ou la synchronisation des dates. Il est donc souvent nécessaire de convertir les dates du calendrier républicain en calendrier grégorien pour faciliter les recherches et la compréhension. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère que tout a été bien clair, que vous avez bien compris que la Révolution française a profondément bouleversé la place de l'Église dans la société et qu'elle a conduit à la laïcisation de l'État qui continuera tout au long du XIXe siècle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.